Vote du budget ce soir à l'Assemblée nationale. Les communistes s'abstiendront. Le gouvernement ne devra donc pas engager sa responsabilité. L'élargissement des détenus kanaks emprisonnés depuis les événements d'Ouvéa, prévu par la loi référendaire, il fait grincer la droite. Rappel à l'ordre dans les pays baltes. La Lituanie, contrairement à l'Estonie, renonce à affirmer sa souveraineté par rapport à Moscou. Un élève sur 5 ne sait pas lire convenablement en 6e en région parisienne. Le ministre de l'Éducation nomme un monsieur lecture. Au tableau d'honneur de la semaine, une dame qui défend les droits des plus forts. Madame, monsieur, bonsoir. Elle s'appelait Erika, lui s'appelle Eric. Elle avait remporté en 66 la médaille d'or de la descente du championnat du monde de ski à Portillo. Il vient de la remettre à celle qui n'avait eu que l'argent, Marielle Guatchel. La cérémonie vient de se passer à Vienne, en Autriche. L'explication de Jean Mamère. Regardez bien cette image. Ce jeune homme fringant embrassant Marielle Guatchel est la même personne qui 22 ans plus tôt embrassait déjà Marielle sur le podium de Portillo. Eric Schinegger est autrichien, aujourd'hui classé sexe masculin, mais qui en 66 se prénommait Erika et concourait alors dans les compétitions féminines. Erika Schinegger avait été le grand vainqueur en descente des championnats du monde 1966. Temps canon, vitesse de glisse impressionnante, elle souffle cette année-là à Marielle Guatchel la seule médaille qui manque à son palmarès, celle de la descente. Mais en 68, Schinegger subit des tests de féminité et après une opération, Erika devient Eric. Il est aujourd'hui marié et père de famille. Estimant qu'en 1966, il était déjà dans la peau d'un homme, Eric Schinegger rend donc à Marielle ce qu'Erika lui avait usurpé. Reste seulement à savoir maintenant si Annie Famose, médaille de bronze à l'époque de cette descente, deviendra pour l'histoire médaille d'argent. La réaction maintenant de notre nouvelle championne du monde, Marielle Guatchel, bonsoir. Ça doit être curieux quand même d'être ainsi couronnée 21 ans plus tard, en plus dans la seule discipline que vous n'aviez jamais remportée. Oui, effectivement, c'était la médaille qui me manquait le plus, c'était celle de championne du monde de descente. J'ai été championne olympique de slalom, championne du monde de slalom géant, championne du monde du combiné. Il me manquait la descente, et bien voilà, c'est chose faite avec un peu de retard. Mais à l'époque, est-ce que vous vous doutiez des particularités de votre rivale autrichienne? Oui, on s'en doutait un tout petit peu parce qu'en définitive, nous l'avions surnommée Antoine parce qu'elle ressemblait un petit peu à l'époque à Antoine. Et puis lors d'un vidage que nous faisions couramment à l'époque, car on s'amusait beaucoup à l'équipe de France, j'avais pu constater qu'elle n'avait pas beaucoup de seins et que ses genoux étaient plutôt ceux qui ressemblent aux hommes parce que je connais bien les hommes. Mais c'est quand même un peu vexant parce que finalement vous avez été battue par un homme. C'est pas vexant, c'est plutôt glorifiant parce qu'elle m'a battu de pas beaucoup, elle m'a battu de 20 centièmes de seconde, donc je considère, oui, c'est vrai, mais je vous avoue qu'à Vienne, j'ai pris l'habitude de l'appeler il. C'était un grand moment d'émotion, j'ai l'habitude d'être une grande gueule, mais j'ai aussi un grand cœur. J'ai été très émue et encore plus émue par sa petite fille qui a dit, mais Marielle, elle a 8 médailles d'or, alors une de plus, pourquoi tu la gardes pas, toi, papa? Marielle, une dernière question, est-ce que vous êtes pour disons, comment on peut appeler ça, les tests anti-transsexuels et aussi les tests antidopage dans le ski? Oui, je pense que de toute façon les tests sont indispensables, mais il faudrait peut-être remettre un tout petit peu les pendules à l'heure et puis tirer peut-être un tout petit peu les oreilles aux fédérations qui sont souvent les complices de situations telles que celle-ci. Et tant au niveau de Johnson que des autres, et les vrais coupables ne sont pas souvent les athlètes. En tous les cas, le peuple, lui, ne s'y trompe pas. Il sait bien que les vrais coupables sont plus les fédérations que les athlètes. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'Eric, aujourd'hui, est très heureux. Il a une très jolie petite fille. Il a une femme très, très belle. Et en tous les cas, moi, j'en suis très heureuse. La médaille qu'il m'a prise, il l'a gardée pendant longtemps. Ça lui a aidé à vivre, car croyez-moi, c'est très difficile. Tout le monde l'avait laissé tomber. Il était sur la touche pendant 6 mois à l'hôpital. Il n'a eu que sa mère. Bravo, je suis très heureuse que ma médaille lui ait profité. Merci Marielle et bravo à vous. La remise en liberté a été simultanée. Jeudi soir à Paris, vendredi matin à Nouméa, compte tenu du décalage horaire. Détenus depuis les événements d'Ouvéa en avril dernier, au cours desquels 4 gendarmes avaient été tués, les militants indépendantistes de Nouvelle-Calédonie ont été libérés. Ces mesures d'élargissement étaient inscrites dans la loi soumise à référendum. Les 26 Kanaks qui étaient emprisonnés en région parisienne ont été immédiatement embarqués hier soir à Orly à bord d'un vol spécial. À Nouméa,
25 autres ont retrouvé leur famille. Sur place, Rachid Arabe. Image secrète d'une amnistie discrète. Bien protégés à leur sortie de prison, les 21 Kanaks libérés ce matin se sont vite enfuis chez eux. Nous en avons retrouvé un à Kanala, Michel Burkoa, emprisonné depuis 6 mois, accusé de rébellion armée lors des événements d'avril dernier en Nouvelle-Calédonie. Des accusations que nie toujours Michel Burkoa, qui se dit plus que jamais indépendantiste. Je suis très content qu'on en soit arrivé au stade auquel on est aujourd'hui. Mais tout ce que je regrette, c'est qu'il y a eu des morts de part et d'autre. Enfin, c'est ça que je regrette sincèrement, parce que bon, moi de mon côté, enfin de notre côté à nous, on a beaucoup d'amis chers qui sont morts, à Ouvert aussi, des militants d'Ouvert. Puis bon, on regrette aussi les morts qu'il y a eu de l'autre bord. Je parlais aussi des femmes de gendarmes qui sont mortes sur Ouvert. Les réactions de ces femmes maintenant, c'est une réaction purement humaine. C'est une réaction normale pour une femme. Moi, je me mets à la place des femmes qui ont perdu leur mari sans savoir pourquoi. Les gendarmes de Nouvelle-Calédonie honoraient aujourd'hui leurs morts de toutes les époques. Hasard du calendrier, mais lors de la cérémonie, certains pensaient peut-être à leurs camarades morts à Ouvéa. Mais la Grande Muette restera silencieuse. De plus, elle aussi est concernée par l'amnistie. Une amnistie qui risque surtout de faire réagir les ultra-loyalistes et l'extrême droite. Mais pour l'instant, Nouméa reste très calme, en tout cas en apparence. En sera-t-il de même lorsqu'arriveront sur le territoire les amnistiés en provenance de métropole? Oui, mais dans le principe, il ne s'agit pas vraiment d'une amnistie, puisque l'instruction de l'affaire d'Ouvéa est toujours en cours. Opposés dès le départ aux accords de Matignon et au référendum, les partis de droite protestent ce soir. Jacques Chirac regrette la conséquence d'une disposition très contestable de la loi référendaire, ce sont les termes de son communiqué. Le maire de Paris salue aussi la mémoire des militaires tués et leurs familles. Jean-Marie Le Pen dénonce ce qu'il appelle le subterfuge juridique qui permet selon lui de traiter ces terroristes libérés comme des vainqueurs de la France. Et Yvon Briand du CNI assure qu'ils sont maintenant à pied d'œuvre pour rallumer la guerre civile. Fin de citation. Roland Sicard nous explique précisément le cadre juridique et la portée de l'affaire. Libre et pourtant toujours inculpé pour plusieurs d'entre eux, c'est en tout 51 Mélanésiens, dont les 26 impliqués dans l'affaire d'Ouvéa, qui ont été libérés. Une libération prévue par la loi sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, une libération pourtant mal acceptée par les familles des gendarmes d'Ouvéa. On a vraiment l'impression que la France, même en général, trahit la mémoire de ses gendarmes. Je dis un gendarme, c'est sacré. Ces gendarmes étaient là-bas pour nous défendre. Dans tous les coups durs, ils sont là. Toujours avec un climat, ils sont là pour essayer d'établir le calme et la paix. Là, ils se font massacrer et personne aujourd'hui n'est là pour les défendre. Je trouve que c'est assez lamentable. C'est pourtant la loi adoptée par référendum qui a été scrupuleusement appliquée. Article 80. L'amnistie ne s'étend pas à ceux qui ont été les auteurs principaux du crime d'assassinat. Article 81. Le maintien en détention provisoire n'est pas applicable dans le cas de poursuites concernant les infractions commises avant le 20 août 1988. Des dispositions mises en œuvre dans un souci d'apaisement. L'amnistie, c'est le choix du pardon. Le pardon, c'est la voie ouverte à l'espoir d'une réconciliation durable entre les communautés qui composent ce territoire. Le retour des Mélanésiens dans leur tribu ne signifie pas qu'ils seront tous amnistiés. La justice devra établir si parmi eux figurent des auteurs de crimes de sang. Dans ce cas, les poursuites classiques seraient engagées. Commentaire ce soir du ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe, à Angoulême. Il faisait allusion aux familles des gendarmes. La souffrance humaine est une chose, les décisions législatives en sont une autre, a donc affirmé M. Joxe. Le groupe communiste à l'Assemblée nationale ne votera pas ce soir le budget 89 présenté par le gouvernement. Il s'abstiendra. Le vote sur le budget doit avoir lieu avant minuit et le gouvernement n'aura pas à engager sa responsabilité. Pascal Guimier. Et la parole fut enfin révélée. Un président de groupe communiste qui s'exprime, on n'osait presque plus l'espérer. Je pense pouvoir vous dire que le groupe communiste se prépare
à une abstention d'attente. Fin d'info suspense, savamment entretenu, exit l'article 49.3. Le gouvernement n'aura donc pas à utiliser la manière forte pour le vote général de sa loi de finances. Restent tout de même 5 budgets réservés et qui attendent toujours une majorité pour les adopter. Des budgets qui seront discutés dans les formes jusqu'au bout. Le gouvernement s'y est engagé cet après-midi. Mais au cas où le PC resterait de marbre devant les gestes de bonne volonté du gouvernement, et dans ce cas seulement, Michel Rocard sortirait de sa poche l'article 44.3. En clair, le vote bloqué, qui est à l'engagement de responsabilité, ce que l'arbalète est à la grosse Bertha. De 49.3 en 44.3, la tension baisse donc de quelques crans au Palais Bourbon. Les communistes, tout comme les centristes d'ailleurs, estiment chacun avoir obtenu des améliorations allant dans le bon sens. Si tout se passe donc comme on le pressent, le gouvernement pourra éviter l'autoritarisme et le Parlement, lui, jouer son rôle pleinement. Le vote final aura lieu tard dans la nuit. Au-delà de leur abstention ce soir, les communistes répondent à Pierre Mauroy qu'il est dommage de geler la constitution de liste commune PSPC pour les municipales. Il est totalement artificiel, précise Paul Laurent, de rapprocher cette affaire et le soutien des communistes aux luttes sociales. La bagarre socialiste à Marseille, le maire Robert Vigouroux qui maintient sa candidature au municipal malgré celle de Michel Pezet. Robert Vigouroux donc sera reçu lundi prochain par le chef de l'État. Quant à Bernard Tapie, il précise qu'il n'est pas question pour lui, pour l'instant, de figurer sur la liste Vigouroux que soutient Madame Charleroux, la veuve de Gaston Defferre. Gabriel Domenech, lui, conduira la liste du Front National, mais Jean-Marie Le Pen n'a pas dit son dernier mot. Sur le front des conflits sociaux, essoufflement des grèves au PTT, comme dans les transports lyonnais, Christophe Martet. Le bouchon lyonnais a sauté. Après 3 semaines de paralysie des transports en commun, le trafic reprend progressivement. Aujourd'hui, selon la direction, 3 autobus sur 4 ont pu circuler, mais seulement 13% des rames de métro. La grève n'est pourtant pas officiellement terminée. Les syndicats ne sont toujours pas unanimes à signer un accord. À la Poste, la reprise ne fait pas un pli. À Paris et dans sa banlieue en tout cas, où tous les centres de tri fonctionnent, après le retour à la normale la nuit dernière de Bobigny. Mais il va falloir maintenant trier 73 millions d'objets. En province, seuls 3 centres sont toujours bloqués, Nice, Amiens et Bordeaux, et des perturbations subsistent à Marseille et Mulhouse. La grève des mécaniciens de maintenance continue à Air France, perturbations aussi à la RATP et dans certaines caisses de la sécurité sociale. La France est bien partie dans la compétition économique internationale. Les Français n'ont pas de complexe à avoir. Ce sont les encouragements du président Mitterrand aujourd'hui. Il s'est rendu dans la Nièvre pour marquer son intérêt aux réalisations économiques de ce département qu'il a élu pendant 35 ans. Jean-Michel Mercurol. Survol d'abord du circuit de Magny-Cours destiné à devenir le grand circuit français et international de Formule 1. Inauguration ensuite d'une scierie industrielle de haute performance à Sougy. Le chef de l'État avait aujourd'hui pour la Nièvre l'attention de l'élu local qu'il y fut 35 années durant. Quelques heures aménagées entre les premiers soucis de la préparation des municipales, il reçoit Robert Vigouroux dès lundi, et le départ du premier Hongrois en fin de journée. Bref, quelques heures de parcours d'un morceau de la France, comme François Mitterrand en prend maintenant chaque semaine l'habitude. Il y a les voyages avec petites phrases sur le front social ou les encouragements au gouvernement. Rien de tel aujourd'hui, seulement le plaidoyer pour les chances industrielles de la France et l'exhortation aux Français jugés capables d'y travailler. François Mitterrand sillonne le pays pour dire ce qui est juste et bon, tandis qu'à Paris, Michel Rocard gouverne au plus près au jour le jour. C'est le partage des tâches façon deuxième septennat, le chef de l'État inspecte et s'informe, le Premier ministre gouverne et réforme. Le ministre de l'Éducation nationale, Lionel Jospin, vient d'annoncer la création de 1800 postes supplémentaires d'enseignants au budget 89, 1000 pour les lycées, 800 pour les écoles primaires. Il a aussi chargé un recteur, le recteur Mijon, d'une mission sur le problème de la lecture, de l'écriture et du calcul à l'école primaire. Il faut dire que les chiffres sont désolants. D'après l'étude réalisée par le Comité économique et social d'Île-de-France, 20% des élèves de 6e ne savent pas lire convenablement. Chantal Kimerlin et Patrick Reslob l'ont vérifié dans un collège de Seine-et-Marne. L'histoire est née en Grèce avec Hérodote et surtout
Comme cet enfant, 25% des élèves de 6e lisent mal. Mauvais départ, mauvais parcours. Résultat, en 3e, les collèges se vident de près de 100 000 jeunes. Ils se retrouvent exclus de l'école, sans aucune qualification. Il me semble, mais ceci est un point d'interrogation, qu'il faudrait peut-être donner comme mission au collège de donner un minimum vital à l'ensemble des enfants, quitte après à ce que certains aillent jusqu'au bac C si cela est leur souhait, et à ce que d'autres aient d'autres filières valorisantes. Le gros de l'échec se vit à 14-15 ans. 57% des élèves qui sortent du collège ne poursuivront pas leurs études. Jusqu'à aujourd'hui, la porte de secours, c'était un peu d'apprentissage et beaucoup d'ANPE. Les efforts des collèges sont réels pourtant. Soutien des élèves, 6e et 5e en 3 ans, ou comme ici à Melun, solution ultime, une alternance collège-entreprise pour ceux qui ont déjà connu l'exclusion et le chômage. J'espère bien avoir mon bac. J'espère. De toute façon, il n'y a pas d'âge pour aller toujours à l'école. N'importe quel âge, on peut reprendre ses études. Il faut travailler à l'école, il faut s'accrocher. Pour retourner au lycée? Ah ouais. Chantal et Sandra ne connaîtront peut-être pas l'échec, mais combien d'autres se retrouveront dans des filières fourre-tout? Il faut quand même que l'ensemble du système éducatif se rapproche de l'entreprise. C'est une des choses extrêmement importantes. Si on veut effectivement ouvrir le système éducatif sur l'entreprise, il faut la rapprocher. Il faut par exemple que les professeurs acceptent de faire des stages dans les entreprises. Et pourquoi pas, on a même proposé des années sabbatiques. Quels que soient les efforts entrepris, une chose est sûre, tout se décide à l'école primaire, dans les disciplines fondamentales. 800 nouveaux maîtres viendront en renfort dès la rentrée 89. Aujourd'hui, les préservatifs préservent de tout, même du ridicule. C'est le slogan que vous allez entendre tout au long de la campagne publicitaire lancée aujourd'hui par le ministre de la Santé dans le cadre de la lutte contre le sida. Une campagne douce, comme celle qu'avait lancée Mme Barzac, à la différence de ce que l'on peut voir ailleurs, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas notamment. Le ministre a annoncé un certain nombre de mesures pour promouvoir la vente des préservatifs que 9% seulement des Français déclarent utiliser. Alain Labouze. Partout, de la sensualité et un appel pressant du pied à l'amour. Pas facile pourtant de vivre sa sexualité comme on l'entend en pleine épidémie de sida. Surtout que le préservatif, tout le monde aimerait bien s'en passer. J'aime pas trop. Bah, je suis pas pour. Non. Non. C'est comme une saucisse sous cellophane, hein. C'est pas terrible du tout. Et vous, mademoiselle? Non, j'aime pas du tout. Vous préférez courir le risque du sida? Pour vous, c'est la fidélité, la solution? Oui, tout à fait. Bah, maintenant, si on ne peut pas être fidèle, bon, il faut faire ce qu'il faut. Hein. Ah ouais, si je faisais un petit écart, ouais. Faut mieux prendre des précautions. Hein. Il est indispensable au jeu de s'en procurer et de les avoir sur soi. Vous en avez? Ah bien sûrement, oui. Elles sont là, voyez-vous, et voilà. Alors, petite leçon du sexologue, comment est-ce qu'on se sert de la capote? Mais c'est extrêmement grave de ne pas savoir qu'il faut l'étirer avant de la mettre, la capote. Il faut éviter absolument toute bulle d'air à la surface de l'objet en question, sinon les frottements la font claquer. Et ce qui est surtout très très important, c'est d'expliquer qu'il faut non seulement la dérouler convenablement, mais quitter la partenaire assez vite, avant bien sûr que la verge ne redevienne assez molle, sinon on perd le préservatif à l'intérieur du vagin. Je suis un petit peu consterné d'utiliser des vocabulaires de ce type-là, mais c'est vrai qu'il faut apprendre à s'en servir. Et c'est peut-être parce qu'on donne un objet sans son mode d'emploi qu'effectivement personne n'en veut. Il paraît que ça coupe tout. Aujourd'hui, les préservatifs préservent de tout, même du ridicule. L'ébullition continue dans les républiques baltes d'Union soviétique. Aujourd'hui à Vilna, capitale de la Lituanie, l'ancien drapeau national, rouge, vert et jaune, flottait sur le Parlement local qui a voté le rétablissement d'une langue nationale. Mais les députés lituaniens n'ont pas voté les amendements qui devaient assurer dans une nouvelle constitution une plus grande autonomie vis-à-vis de Moscou. Ils n'ont donc pas suivi l'exemple de l'Estonie, dont le cas est en cours d'examen au Soviet suprême. Georges Bortoli. Le drapeau bleu, noir et blanc de l'ancienne Estonie, celle qui n'était pas encore soviétique, flotte sur les meetings à Tallinn, où le nouveau Premier ministre est payé en popularité de l'attitude courageuse qu'il a prise en admettant l'idée que l'Estonie pourrait refuser les lois soviétiques. Mais dans les milieux soviétiques officiels, on ne perd pas son calme pour autant.
Je dirais qu'il faut dédramatiser les choses, mais c'est une décision importante puisque c'est une chose qui sera discutée dans le cadre du Soviet suprême de l'URSS. L'Estonie, au fait, c'est une petite république, mais c'est une des 15 républiques de l'Union soviétique. Nous avons une centaine de nations de nationalités qui existent dans mon pays. Et une question de nationalité, c'est une question importante. Et l'amitié entre nos républiques, ça joue un rôle primordial pour l'Union soviétique qui est un continent quand même. L'Estonie pose des problèmes à Moscou plus que la Lituanie qui reste un peu en retrait, mais à Tallinn, quand on manifeste, c'est dans le calme et tout semble encore négociable. L'Union soviétique est la première grande puissance à faire un pas vers la reconnaissance de l'État palestinien. Moscou reconnaît aujourd'hui la proclamation de l'État, une formule qui reste prudente et ambiguë, formule imitée aussi par la Tchécoslovaquie ce soir. Attentat devant l'immeuble qui abrite à Genève, entre autres, le siège de l'Aéroflot, la compagnie aérienne soviétique. Emmanuel Vanier. 5 blessés, dont 4 sont dans un état grave, c'est le bilan provisoire de cet attentat. Dans l'immeuble tout proche, une banque arabe, une banque koweïti et les bureaux de la compagnie aérienne soviétique Aéroflot. La bombe placée dans une poubelle a explosé vers 16h30, faisant de très importants dégâts matériels. Pour l'instant, aucune revendication. Mikhaïl Gorbatchev en Inde pour une visite de 3 jours. Plusieurs entretiens sont prévus avec le Premier ministre Rajiv Gandhi pour renforcer la confiance et les liens entre les deux pays. De fait, l'Inde occupe une situation éminemment stratégique pour l'URSS. Objet des discussions, les rapports Est-Ouest, les relations avec la Chine et la situation en Afghanistan que les troupes soviétiques devraient avoir quitté en février prochain. Poursuite des tractations politiques au Pakistan après les élections législatives d'il y a 2 jours. Benazir Bhutto vient d'annoncer qu'elle était certaine de disposer de la majorité absolue dans la nouvelle Assemblée grâce aux alliances électorales. Si elle obtient cette majorité absolue, Benazir Bhutto devrait être appelée à former le prochain gouvernement. Elle reprendrait ainsi le poste de Premier ministre, abandonné par son père il y a 11 ans après le coup d'État du général Zia. John Sununu, ce sera le nouveau titulaire du poste clé de secrétaire général de la Maison-Blanche sous la présidence de George Bush. Une décision controversée par plusieurs collaborateurs de George Bush, une décision qui inquiète également la communauté juive américaine. De fait, John Sununu, de père libanais, n'hésite pas à s'affirmer lui-même américain d'origine arabe. Un nouveau patron à la tête de Radio Monte-Carlo, Hervé Bourges, l'ancien président de TF1, remplace Pierrick Borvo qui avait démissionné. Ma nomination n'est pas politique, elle est professionnelle, affirme M. Bourges dans une interview au Figaro qui paraîtra demain. Encore un accident d'avion aujourd'hui à Montluçon. Un petit appareil d'Air Littoral qui devait assurer la liaison Montluçon-Paris s'est écrasé quelques minutes après le décollage. Les 2 passagers et les 2 membres de l'équipage ont été tués. Un vigile tué, plusieurs surveillants blessés au couteau dans un hypermarché de Seine-et-Marne à Villiers-en-Bière par 2 jeunes voleurs qu'ils avaient surpris en pleine activité. Les 2 malfaiteurs sont ce soir en garde à vue. L'affaire est digne des meilleurs feuilletons. Détournement d'héritage, séquestration, disparition de tableaux fabuleux. Pratique suspecte de la part de certains notaires et avocats. Il s'agit de l'héritage de Canson, comme les papiers, que nous explique Michel Perrault. Jamais ce jeune homme sévillan n'aurait imaginé pareille embrouille. Ce tableau de Murillo faisait partie, avec de nombreuses autres œuvres d'art, du patrimoine de la famille des célèbres papiers Canson. Un avocat toulonnais, maître Boissonnet, s'est intéressé de très près à toutes ces toiles de maître. Une première fois, il avait permis à l'une des héritières, Suzanne de la Lombardière de Canson, de récupérer des tableaux dérobés. Mais l'avocat avait peut-être alors flairé la bonne affaire. Il met en relation sa cliente avec l'une de ses intimes, passionnée de peinture, la séduisante Joëlle Pesnel. Des liens de confiance sont vite noués. Dans cette maison près de Toulon, la vieille dame sera même hébergée, séquestrée, diront plusieurs témoins. Et c'est là que plusieurs signatures seront extorquées à la riche héritière. De quoi s'approprier frauduleusement les toiles. En septembre 85, la vieille dame décède, on l'incinère presque aussitôt. Chargé du dossier, le juge Bernard a inculpé et écroué Joëlle Pesnel et maître Boissonnet. Vol, escroquerie, séquestration. Mais le magistrat enquête aussi sur un 3e personnage, le célèbre avocat marseillais, maître Lombard. Et l'on retrouve notre gentilhomme sévillan. Maître Lombard aurait apporté sa caution, pour le moins imprudemment, quant à l'origine du Murillo. Pour l'avocat, ce tableau est censé appartenir à Joëlle Pesnel et non à la famille Canson.
Mais le magistrat n'est pas convaincu. Il s'interroge sur la véracité des documents qui attestent de cette propriété. Inculpation du juge Boulouk pour violation du secret de l'instruction. Spécialiste du Proche-Orient, le juge s'était expliqué publiquement sur l'affaire Gorgi en mars 87. L'émotion est vive ce soir au palais de justice de Paris et au sein des syndicats de magistrats. Suspense, on ne connaît toujours pas la composition de l'équipe de France de football qui affrontera demain à Belgrade la Yougoslavie en éliminatoire de la Coupe du Monde. Michel Platini ne l'annoncera que demain matin. Ourasi guettait du coin de l'œil McLobel. Ah non, ce n'est pas Ourasi, ça vous l'aurez compris comme moi. Donc, Ourasi, c'est important, c'est une gloire nationale. Ourasi guettait la nuit dernière du coin de l'œil McLobel, son grand rival américain. Et c'est un Norvégien qui, par l'extérieur, j'espère qu'on va le voir, c'est un Norvégien qui est venu les coiffer au poteau, tous les deux. On ne les verra pas malheureusement. Ça s'est passé la nuit dernière aux États-Unis. Le Norvégien était coté à 11 contre 1. Ourasi a quand même battu McLobel qui n'est que 3e. Et les voici. Donc vous allez voir le cheval norvégien qui va donc dépasser par l'extérieur et coiffer véritablement au poteau les deux grands favoris qui étaient donc le trotteur français et le trotteur américain. Une autre compétition tout aussi acharnée pour la couronne de Miss Monde. Elle a été décernée aujourd'hui à Londres à une Islandaise. Vous la voyez s'asseoir, elle répond au doux nom de Linda Pétursdottir. Elle a 18 ans, elle est réceptionniste dans un hôtel, mais on ne communique pas le nom de l'hôtel. À notre tableau d'honneur de la semaine, comme tous les vendredis, une dame de poids. La beauté n'a rien à voir avec les mensurations, c'est votre conviction, Anne Zamberlin. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes comédienne et vous avez joué dans un clip publicitaire, un clip vidéo dont la diffusion a été interdite. On va le regarder. Vous a-t-on déjà dit que vous étiez belle? Vous a-t-on déjà dit que vous étiez belle? Vous étiez belle. Vous étiez belle. Alors, le motif retenu par la CNCL pour refuser donc la diffusion de ce clip, c'était qu'il était insultant pour les gens un peu gros. Ce n'est pas votre avis? Non, non, absolument pas. Je pense que les gens gros, Dieu merci, ont beaucoup d'humour, se sentent bien dans leur peau et ont suffisamment de générosité pour voir ce spot et se sentir heureux de le voir, parce qu'on ne voit jamais des gros beaux à la télévision. Et pour une fois, eh bien, je suis heureuse d'avoir pu contribuer à ce qu'on voit enfin une certaine beauté. Alors, on vous voit en ce moment dans Paris sur des affiches pour Virgin, je crois. Pour vous, c'est quoi? C'est une manière d'affirmer qu'on peut être beau et gros, en quelque sorte? Oui, et puis qu'on peut aussi être différent. D'ailleurs, on est tous différents et on est tous beaux. Je crois qu'on est beau par l'âme et les qualités du cœur d'abord, et la plastique vient après. Alors vous espérez faire des émules? Vous pensez que d'autres personnes qui souvent ont des complexes parce qu'elles sont un peu fortes vont oser affirmer leur poids en quelque sorte? Je le souhaite en tout cas de tout mon cœur. Anne Zamberlan, merci. D'un mot encore, les pronostics de Pierrette Bresse pour le tiercé. Demain à Vincennes, le 11, le 9, le 12, le 16, le 13, le 2, le 18 et le 1. Dans un instant, c'est José Blanc-Lapierre qui va vous parler du temps pour le week-end. Pendant le week-end, vous avez rendez-vous avec l'information sur Antenne 2 grâce à Daniel Bilalian et aussi Bernard Rapp. Et tout à l'heure, bien sûr, Henri Sagnier vous présentera la dernière édition de notre journal. Bonne soirée, bon week-end, à lundi.